le 8 juin 1989 dans la banlieue de Vancouver. Cindy James est retrouvée dans le jardin d'une vieille maison abandonnée. Elle est décédée. Elle gît allongée sur l'herbe, sur le côté. Ses mains sont liées dans son dos et ses pieds aussi. Les policiers, en retrouvant son cadavre, savent que c'est la fin d'une enquête longue, coûteuse, mais surtout bizarre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, c'est un cas à part. Déjà parce que ça se passe au Canada et surtout parce que c'est vraiment un cas mystérieux. Et j'espère avoir à la fin vos commentaires. Pour ma part, cette histoire m'a toujours intriguée et je ne pouvais pas m'empêcher de vous la faire partager. Et donc c'est parti pour une enquête en Colombie-Britannique dans les années 90. Cindy James est née sous le nom de Hack. Elle est née le 12 juin 1944. Son père, qui est militaire, sera muté un petit peu partout au Canada et même en France. Et toute la famille suivra. Sa mère, Mathilda, s'occupe de ses enfants. Cindy a 3 grands frères et 2 petites sœurs. Tout au long de sa jeunesse, Cindy souffrira de tous ces déplacements. Elle écrira dans son journal intime qu'elle tiendra toute sa vie, qu'elle regrette de ne pas avoir pu, pendant son enfance, se faire des amis. Elle écrit aussi que dans sa famille, elle a eu du mal à créer des liens. Son père, Otto, les a élevés avec une discipline très stricte, comme un militaire en fait. Quant à ses parents, ils diront que c'était une enfant brillante, très solitaire. Elle adorait lire et rapidement dans sa vie, elle a su ce qu'elle voulait être, une infirmière. Elle rêvait d'être infirmière. En 1962, alors que Cindy a à peine 18 ans, son père est muté en France. Et Cindy décide de ne pas les suivre. Elle est majeure et en plus, elle s'est inscrite dans une école pour être infirmière à Vancouver. Ses parents sont d'accord et pour la première fois, Cindy quitte le nid familial. Elle part vivre en campus. C'est un dortoir en fait, où toutes les infirmières sont ensemble. Cindy écrit que de ne plus être avec sa famille et d'être avec des gens de son âge la rend très heureuse. Ses études vont très bien se passer. En tout, il y a 3 ans à faire et elle aura de très bonnes notes. Cindy ne correspondra pas souvent avec ses parents, ses frères, ses sœurs. Mais quand elle écrit une lettre, ses parents s'en rappellent. Un jour, ses parents reçoivent une lettre où elle explique qu'elle s'est fiancée. Elle ne dévoile pas du tout le nom de la personne en question, mais elle explique qu'il est atteint d'un cancer stade terminal. Et quelques semaines après, quand Mathilda reçoit un autre courrier, Cindy écrit que elle et son fiancé sont partis dans un voyage à la montagne. Ils voulaient faire du ski. Mais durant le voyage, son amoureux s'est suicidé. Après ça, ils n'entendront plus jamais parler de lui. En dernière année d'école d'infirmière, alors qu'elle a 20 ans, elle fait la connaissance de Roy Makepeace. Cet homme a 39 ans. Il est assistant d'un professeur. En fait, il vient d'Afrique du Sud. Il est psychiatre. Et en attendant son équivalence, il travaille pour un professeur. Il n'est pas venu tout seul d'Afrique du Sud, il est venu avec sa femme. Et petit à petit, Roy s'intéresse beaucoup à Cindy. Il devient son mentor. Et en 1966, débute une relation amoureuse. Quand Cindy apprend ça à ses parents, ils ne sont pas contents. Surtout qu'elle leur annonce que Roy et elle vont se marier en décembre 1966. Cette même année, Cindy est devenue infirmière pédiatrique à l'hôpital général de Vancouver. Elle adore son métier. Les années vont passer. Roy dira que Cindy, petit à petit, se refermait sur elle-même. Les parents de Cindy reviennent au Canada et s'installent à Vancouver. Et Cindy, quant à elle, commence à dire à ses collègues que son mari l'abuse. Au bout de 16 ans de mariage, où ils n'ont pas eu d'enfants, ils divorcent, tous les deux d'un commun accord. Pour Roy, ils ne s'aimaient plus, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Et par rapport aux abus, il dira qu'une fois, il l'a giflé. Et c'est la fois où ils ont décidé de se quitter définitivement. Ils se séparent en septembre 1982, Cindy loue une maison. Et c'est la première fois de sa vie où elle vit seule. C'est un grand pas pour elle. En plus, elle est autonome financièrement. Mais dès l'automne 1982, les choses vont changer. Elle commence à dire à ses collègues que pendant la nuit, il y a un homme qui rôde autour de sa maison. Elle peut l'entendre. Et puis un jour, en pleine nuit, le téléphone sonne. Et c'est le début d'une centaine d'appels téléphoniques qu'elle recevra durant les prochaines années.
Et cela durera 4 nuits. Il va la menacer de mort et lui dire des choses obscènes. La 4e nuit, alors que le téléphone retentit dans la maison, Cindy sort de son lit, descend au rez-de-chaussée pour répondre. L'inconnu lui dit encore une chose obscène. Quand il raccroche, elle s'avance vers la fenêtre et tire les rideaux. À ce moment-là, le téléphone retentit à nouveau. Quand elle décroche, la voix lui dit « Tu crois que je te vois pas quand tu tires les rideaux ?» Cindy raccroche et appelle la police. Et le 12 octobre 1982 débute une enquête qui durera des années et qui, je pense, dure encore. Les policiers vont mettre sur écoute le téléphone de Cindy et surtout ils vont essayer de retracer l'appel. Mais on est en 1982. Cette enquête va se faire sans les technologies modernes, ce qui est beaucoup plus dur. Les inspecteurs arriveront à retracer un appel qui a été passé d'une cabine téléphonique à l'aéroport de Vancouver. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de caméra de surveillance. Et c'est la seule fois où la personne restera assez longtemps pour être localisée. Les policiers lui demandent aussi de se mettre sur liste rouge, ce qu'elle fera, mais cela ne change rien au problème. Les appels continuent. 3 jours après, le 15 octobre, elle a passé la soirée avec Agnès, c'est sa meilleure amie. Et quand elle la ramène chez elle, les deux se rendent compte que la fenêtre de l'entrée est brisée. Quand elle rentre dans la maison, elle s'aperçoit que c'est une pierre qui a été jetée à travers la vitre. Cindy appelle la police. La personne n'a rien volé, mais par contre, dans sa chambre à coucher, au 2e étage, tous les oreillers sont éventrés sur le lit. Les policiers prennent quand même les empreintes digitales qu'il y a dans la chambre, et ils ne trouvent rien, à part celle de Cindy. Pour elle, la plus grande terreur, c'est cet homme qui rôde la nuit. Les policiers font des gardes devant chez elle. Pas tous les jours, parce que ça prendrait trop de personnel de faire ça, mais souvent, des fois des semaines entières. Et quand il y a ces policiers devant chez elle, rien ne se passe, rien du tout. Le détective Patrick McBurn, qui fait partie des officiers sur cette enquête, est en procédure de divorce avec sa femme. Puis il aimerait surveiller Cindy, il décide de louer la chambre d'amis qu'il y a chez elle. Et bien sûr, les deux vont finir par avoir une relation amoureuse. Cette relation ne durera pas plus d'1 mois. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. N'empêche que cet officier assistera à plusieurs appels téléphoniques. Et la nuit, il se levait souvent pour aller faire des tours dans le jardin. Un jour, sur le bord de la route, il voit qu'il y a un homme dans une voiture. Il s'approche discrètement et quand il est près de la voiture, il tape à la fenêtre. L'homme à l'intérieur est surpris. Il s'avère que c'est Roy Makepeace. Sa femme l'a appelé. Elle lui a expliqué qu'un homme n'arrêtait pas de la harceler. Et il a décidé de passer quelques nuits par semaine devant la maison de Cindy pour la protéger, pour voir s'il y avait vraiment un rôdeur. Au début de l'année 1983, Cindy a changé de travail. Maintenant, elle travaille dans une clinique spécialisée pour les enfants ayant des troubles mentaux. Elle a un très bon poste là-bas. Mais c'est un quartier différent. Donc, cette même année, elle décide de déménager pour être près de son lieu de travail. Et surtout, elle se dit que peut-être elle échappera à son harceleur. Le 1er février, elle arrive dans sa nouvelle maison. Patrick, l'officier de police, ne l'a pas suivie. Et ils ne sont plus en couple à ce moment-là. Il y a une rumeur qui est à prendre avec des pincettes, qui dirait que Patrick a proposé Cindy en mariage. Mais elle a dit non. Et donc, il est parti. Mais ce qui est sûr, c'est que Patrick et Cindy restent amis. Ils continuent à s'appeler. À cette nouvelle adresse, les choses vont se corser. Cindy commence à recevoir des lettres, des menaces de mort. Les appels téléphoniques n'ont pas cessé et cette impression qu'il y a un rôdeur qui marche et qui fait du bruit dans le jardin la nuit continue. Les policiers aussi continuent à surveiller la maison par intermittence, mais rien ne se passe. Et une fois où il n'y a aucun officier devant chez elle, quand elle rentre du travail, elle trouve un chat mort devant la porte, sur son porche. Autour du cou, il a un mot. Il y a marqué « Cindy, tu es la prochaine ». Cindy est terrifiée. Elle qui se sent épiée en permanence appelle la police. Mais les policiers ne peuvent rien faire. Les lettres qu'elle reçoit ont été analysées. Il n'y a aucune empreinte dessus. À part les siennes, il n'y a aucun autre ADN. Rien. Pendant toute l'enquête, Cindy régulièrement ira au poste de police pour témoigner, pour expliquer ce qui lui arrive. Quand les policiers lui demandent si elle pense que ça peut être son ex-mari, en 1983, elle dira que non. Elle ne pense pas qu'il ait envie de lui faire du mal.
Quelques jours après son déménagement, Agnès doit rendre visite à Cindy. Elle doit l'aider à ouvrir les cartons. Et le matin, quand elle se présente, elle sonne et personne ne répond. Pourtant, c'est le jour de repos de Cindy. Elle continue à sonner et là, elle commence à s'inquiéter. Elle sait où Cindy garde sa clé de secours. Elle la prend et ouvre la porte. Quand elle rentre à l'intérieur de la maison, il n'y a personne. Elle crie, elle appelle, personne ne lui répond. Et quand elle passe à côté des escaliers de la cave, elle s'aperçoit qu'en bas, Cindy est allongée par terre, inconsciente. Il y a du sang partout. Agnès court au téléphone fixe et appelle le 911. Mais en fait, il n'y a aucune tonalité. Elle est obligée de sortir de la maison et elle appelle de chez les voisins. Cindy est amenée à l'hôpital où elle sera soignée pour 14 blessures superficielles au niveau des bras. Elle explique aux policiers qu'elle ne sait pas pourquoi elle a perdu connaissance, mais elle n'a pas eu le temps de voir son assaillant. L'officier qui prend sa déposition est sceptique. Il a l'impression qu'elle ne lui raconte pas tout. Plus tard, le frère de Cindy, Doug, dira qu'elle lui a confié que si elle décrivait son agresseur, il s'attaquerait à sa famille. Les policiers, en inspectant la maison de Cindy, se rendent compte que les fils du téléphone extérieur ont été coupés. Pat lui conseille de prendre un détective privé, et il en connaît un qui est super, Ozzy Caban. Et ce sera un atout pour Cindy pendant toute cette histoire. Ozzy est très réputé. Il s'est déjà occupé d'hommes politiques et de célébrités. Le détective privé commence à donner des conseils précieux à Cindy. Tout d'abord, c'est d'avoir toujours un spray au poivre avec elle, de changer sa voiture ou au moins de changer la couleur, ce qu'elle fera. Il lui a dit aussi de prendre un chien de garde, mais Cindy a déjà un tout petit chien, qu'elle a appelé Eddie. Elle ne veut pas en prendre un autre. Il lui donne 2 choses aussi. La première, c'est un bouton de panique qu'elle doit porter toujours sur elle, autour du cou. Et aussi une sorte de talkie-walkie, une radio à 2 sens. C'est-à-dire que si elle veut contacter quelqu'un et qu'il n'y a plus de téléphone chez elle, elle peut au moins le joindre à lui. Il lui explique qu'il faut qu'elle redéménage. Et pendant le déménagement, il ne faut pas qu'elle soit là. Elle doit prendre des vacances. Et le 1er avril, c'est ce qu'elle fait. Elle part 3 semaines au Mexique où tout se passe bien. Et quand elle revient, ça va. Pas de traces de son agresseur. Du moins pendant un petit moment. Quelques jours après son retour, elle reçoit une lettre où il y a marqué « Bon retour ». Et tout recommence. Les appels téléphoniques, l'impression qu'il y a quelqu'un qui rôde autour d'elle, les chats morts devant chez elle, et même un à l'intérieur de sa maison, et des lettres de menaces avec des figures de femmes qui ont peur. Une nuit, alors que le détective dort, il entend des crépitements sur sa radio. Il appelle pour voir si c'est Cindy, mais personne ne répond. Il prend sa voiture et se dirige immédiatement chez elle. Quand il arrive, il frappe, personne ne répond. Il donne un coup de pied à la porte qui s'ouvre. Il entre comme un fou. Et dans la cuisine, il trouve Cindy. Elle est allongée sur le ventre par terre, une main à plat au sol, avec un couteau planté dedans, et une note. « Maintenant, tu dois mourir ». Cindy arrive à l'hôpital, elle se réveille. Et elle explique que quelqu'un avec une batte ou avec un bâton l'a frappée au niveau du front. Puis, l'assaillant l'a droguée. Il lui a fait une piqûre dans le bras. Le personnel soignant ne trouvera aucune ponction de piqûre ni de médicaments dans son sang. Et physiquement, elle va très bien, donc il la laisse sortir. Et quand elle revient chez elle, durant les nuits, tout recommence. En 1984, Ozzy reçoit un appel de Cindy. Elle lui dit, en chuchotant, de venir de suite chez elle. Quand il arrive, il la retrouve cachée derrière un buisson dans le jardin. Elle dit qu'il y a un intrus qui est rentré dans sa maison. Ozzy, n'ayant peur de rien, il pénètre à son tour dans la maison. Il ne trouve personne, mais dans le sous-sol, il trouve le petit chien de Cindy, apeuré, avec, autour du cou, un bas de nylon noir très serré. Ozzy arrive à lui enlever et le petit chien survivra. Roy, son ex-mari, est interrogé. Et ce n'est pas la première fois. Roy est interrogé et convoqué par la police souvent. Et ce qu'il ne sait pas non plus, c'est qu'il est surveillé par la police. Les officiers savent qu'il n'était pas là lors de l'hospitalisation de Cindy. Il était parti en Afrique du Sud. Pendant les vacances, il rentre souvent dans son pays d'origine. Mais Roy, par rapport à l'incident de Cindy avec le chien qui a été maltraité, il dit que ce n'est pas possible que ce soit elle. Jamais Cindy ne pourrait faire mal à son chien. Parce que les inspecteurs
Au bout de 2 ans, où il ne trouve ni empreinte digitale, ni ADN, ni cheveux, rien sur les scènes où ils sont appelés, il commence à se demander si Cindy n'invente pas tout ça, si elle ne met pas en scène tous les malheurs qui lui arrivent. Pendant les 6 ans où il va y avoir tous ces événements, elle contactera plus de 100 fois la police. Il y aura 100 plaintes de sa part. Après l'incident sur son chien, Cindy n'en peut plus. Elle est épuisée moralement. Et elle sera hospitalisée en psychiatrie pendant 5 jours. Les médecins vont lui changer sa thérapie et lui donner d'autres antidépresseurs. Ils lui demandent aussi de partir vivre chez sa famille ou sa meilleure amie, de ne pas rester seule. Ozzy Caban a une idée. Il sait que Cindy a dû voir son agresseur et donc elle serait peut-être capable de l'identifier. Et pour ça, il lui demande d'aller faire des séances d'hypnose. Mais durant les séances d'hypnose, il y a autre chose qui va ressortir. Et alors qu'elle est en transe, elle explique qu'il y a quelques années, alors qu'elle vivait avec Roy, ils sont partis avec des amis à bord d'un bateau que Roy avait loué. Durant ce petit voyage de 2 jours, elle sait que Roy a tué 2 personnes. Les policiers repartent enquêter sur Roy. Et il s'avère que oui, il y a bien eu un voyage en bateau qui a été fait. Mais Mélanie, la sœur de Cindy, était présente. Elle explique que le voyage s'est très bien passé et que tous les gens qui sont partis sont revenus. Et il n'y a pas eu de décès. Pourtant, Mélanie soutient sa sœur. Elle ne croit pas du tout que Cindy ait pu s'infliger des choses pareilles. Mais durant ce voyage, il n'y a pas eu de problème. Après plusieurs jours de calme, Cindy réintègre sa maison et tout recommence. Mais surtout, tout s'aggrave. Le 5 décembre 1985, elle est retrouvée allongée, inconsciente, dans un fossé. C'est des passants qui l'ont vue. Elle a un bas de nylon noir entouré autour du cou, qui serre très très fort. Elle est habillée très légèrement pour la saison. Et au pied droit, elle a une botte d'homme. Aux mains, des gants en caoutchouc. Elle est amenée à l'hôpital, où elle se réveille. Elle est en hypothermie, elle a des égratignures partout, un œil au beurre noir. Elle explique qu'elle a été droguée. Quelqu'un lui a fait une piqûre dans le bras. Et là, le personnel soignant trouvera la marque d'une injection. Elle dit aussi qu'elle ne peut pas identifier son agresseur. Elle n'a aucune idée si c'est un homme ou une femme. Mais les policiers, je pense qu'ils n'en peuvent plus. Et ils vont enquêter, ils ne trouvent rien. Et petit à petit, ils laissent tomber Cindy. Elle se retrouve dans un désarroi intense et décide de faire une grève de la faim. Elle ne mange plus, jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée en psychiatrie d'office, c'est-à-dire contre sa volonté. Elle sera vue pendant 3 mois par 2 psychiatres qui feront des diagnostics. Pour eux, Cindy souffre d'une dépression sévère, mais surtout, elle a de graves troubles de la personnalité, notamment histrionique, paranoïaque, psychopathe et d'hypocondrie. Pour eux, il ne faut pas la laisser sortir, sinon les choses vont mal tourner. Et quand elle veut sortir au bout de 3 mois et que eux ne sont pas d'accord, la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est l'obliger de prendre un psychiatre à l'extérieur, qu'elle soit suivie. Et c'est ce qu'elle fera. Quand elle réintègre sa maison, les choses sont calmes pendant au moins 1 année. Et puis tout va recommencer. Mais il y a quelque chose de nouveau. Maintenant, un intrus n'arrête pas de rentrer chez elle pour y mettre le feu. Elle appellera les pompiers 3 fois. À chaque fois, il y a un petit feu dans le salon. Elle est tellement paniquée qu'elle demande à Agnès et son mari, Tom, de venir passer quelques jours avec elle. Les 3 pensent en fait que si ils sont là, rien n'arrivera. Mais la première nuit, Tom est réveillé par Cindy. Elle lui explique qu'elle a entendu un bruit en bas. Et il dira par la suite que lui aussi avait entendu le bruit. Les 3 sortent de la chambre en trombe et se dirigent vers le rez-de-chaussée. Là, dans le salon, il y a un feu, un grand feu. Ils veulent appeler la police, mais la ligne est coupée. Ils sortent sur le perron et les voisins ont déjà appelé les pompiers. Les voisins diront à la police que quand Cindy attendait les pompiers, elle était calme. Et quand ils sont arrivés, elle s'est mise à pleurer et à crier. Tous les voisins ont été choqués par cette attitude. Après cet incident, Cindy Hack change de nom et devient Cindy James. Et elle mourra sous ce nom. Le 25 octobre 1988, Ozzy est appelé. Le bouton de panique qu'elle avait autour du cou a été enclenché.
Quand il arrive chez elle, il la trouve dans l'allée du garage, à l'intérieur de la voiture. Elle a les yeux écarquillés, elle a du mal à respirer. Un bas de nylon noir entoure son cou. Il est relié à ses mains qui sont attachées derrière le dos et à ses pieds aussi. Il ouvre la portière et la libère. Durant les mois qui suivront, à chaque fois que le bouton d'urgence se déclenche, seul Ozzy y va. Les policiers ne se déplacent plus. Le soir du 25 mai 1989, Agnès a rendez-vous avec Cindy pour faire un jeu. Quand elle sonne, Cindy ne répond pas. Elle frappe, elle rentre, tout est prêt pour la soirée. Agnès appelle les policiers et eux essayent de retracer les événements de la journée de Cindy. Elle s'est rendue à son travail. En sortant, elle est allée déposer un chèque à la banque. Puis, elle s'est rendue au centre commercial. Là, elle a acheté un cadeau pour son neveu. Dans le parking, là, elle retrouve sa voiture. À l'intérieur, il y a le cadeau pour son neveu et aussi beaucoup de sang. Sur la portière et aussi sur la radio, le contenu de son sac est dispersé à terre, presque sous la voiture. Il n'y a aucune trace d'elle aux alentours. Une recherche est faite et il ne la trouve pas jusqu'au 8 juin. Un homme qui marchait pas loin a senti l'odeur putride de la décomposition. Il a fait 2 pas dans ce jardin et il est tombé nez à nez avec le corps de Cindy. Les policiers sont étonnés, elle n'est pas vraiment cachée, mais elle n'a pas été découverte. Une enquête est tenue par la Gendarmerie royale du Canada et leur conclusion est un suicide. Pour eux, Cindy s'est suicidée, elle a mis fin à ses jours. Ils dévoilent alors que l'autopsie a rendu ses conclusions. Elle est morte d'une overdose de morphine et de diazépam. Pour le diazépam, ils sont sûrs qu'elle l'a ingéré, c'est-à-dire qu'elle a pris par la bouche. Mais la morphine, ils ne peuvent pas être catégoriques, il n'y a que des traces à l'intérieur de son estomac. Et ça change beaucoup de choses. Si elle a eu une injection dans le bras de morphine, il ne lui restait plus que 3 minutes à vivre avant de faire son overdose. Mais selon la police, eux, ils pensent qu'elle a ingéré per-os, par la bouche. Et là, ça lui donnait 20 minutes pour se mettre en situation de victime. Parce que la GRC pense que Cindy ne voulait pas mourir. Elle voulait faire comme les autres tentatives. La population de Vancouver n'arrive pas à y croire. Cette femme qui a été harcelée pendant 7 ans, qui n'a pas arrêté d'appeler la police parce qu'elle avait peur qu'un inconnu la tue, est retrouvée morte et c'est un suicide. La police doit s'expliquer. Le procureur de la ville de Vancouver décide alors de faire une procédure judiciaire qui s'appelle The Inquest. Et en français, je n'ai pas trouvé comment cela pouvait s'appeler. Je crois que ça n'existe pas en fait. Mais on pourrait traduire par une audience de désambiguïté. C'est une audience dans laquelle tout est révélé à un jury. C'est comme un procès. Et eux, ils doivent choisir la cause de la mort qui leur semble le plus appropriée. The Inquest se fait souvent dans les morts violentes ou inexplicables. En 1990, des jurés sont choisis et cette audience peut commencer. Il y aura 85 témoins, dont Ozzy, la police, les médecins légistes, la famille de Cindy. Tout le monde viendra parler. Ils racontent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont trouvé quand ce sont des enquêteurs, et surtout, ils répondent à toutes les questions des jurés. Et on va apprendre pas mal de choses en fait. La première, c'est que quoi que dise la population, les policiers ont enquêté. Ils ont passé énormément d'heures sur le dossier de Cindy James. Mais ils n'ont jamais trouvé d'autres ADN ni d'autres particules appartenant à quelqu'un d'autre. Jamais. Ils ne trouvent la trace d'aucune autre personne. On apprend aussi que pendant ces 6 années, la GRC a eu plein de suspects qu'ils ont interrogés, notamment Roy Makepeace, mais aussi Patrick McBurn. Ils l'avaient dans le collimateur parce que les policiers étaient frustrés du fait que quand ils étaient en train de la surveiller, il ne se passait rien. Et dès qu'il n'était plus là, il se passait quelque chose. Ils se sont dit, c'est peut-être Patrick McBurn. Sauf que quand Cindy a déménagé, elle n'était plus sur le territoire de Patrick McBurn. Il ne savait pas ce que les autres policiers faisaient. Et puis, il a des alibis pour les incidents qu'elle a eus. Roy Makepeace, c'est pareil. Au début, Cindy pensait que ça ne pouvait pas être lui. Mais à la fin, elle commençait à l'accuser. Ils ont énormément enquêté sur lui. Ils n'ont rien trouvé. Il a des alibis, ils ont regardé son compte en banque, il n'a payé personne. Ils ne trouvent aucun lien. Et puis les inspecteurs ont interrogé énormément de personnes dans cette affaire. Des marginaux, des anciens délinquants, des personnes sorties de prison. Ils ont cherché
dans un grand panel. On apprend aussi que très tôt dans l'enquête, des experts se sont penchés sur la voix. Et tous les experts sont catégoriques. Cette voix est une voix de femme. Le problème qu'ont les policiers, c'est l'emplacement du corps. Ils ne comprennent pas pourquoi Cindy n'a pas été retrouvée plus tôt. Parce que même si elle était dans le jardin d'une maison abandonnée, elle était près du trottoir. Et il y a énormément de personnes qui allaient dans cette maison, notamment des étudiants. Ils y allaient faire la fête. Alors là est née une théorie qui est supportée par Oxy Cabane, qui dit que Cindy a été jetée là d'une voiture, mais qu'elle est morte ailleurs. Mais comme tout, rien ne prouve cette théorie. Il y a aussi des experts spécialistes des nœuds qui viennent à la barre et qui expliquent que les nœuds qu'avait Cindy le jour où elle est décédée auraient pu être faits par elle-même. Et un expert arrivera à se bâillonner, à se lier le cou, les mains et les pieds devant les jurés en 3 minutes. Et c'est pour ça que les policiers pensent que Cindy, le jour du 25 mai, est sortie de sa voiture après avoir acheté un cadeau à son neveu. Elle avait avec elle des bas et ses médicaments. Quand elle était pas loin de la maison abandonnée, elle a pris les médicaments. Il lui restait à peu près 20 minutes avant de s'évanouir. Là, elle a trouvé un endroit, à l'ombre d'un arbre. Elle s'est bâillonnée et a attendu d'être inconsciente, mais surtout, elle espérait être retrouvée, comme la fois dans le fossé. Ça, c'est la théorie des policiers. Mais comme Oxy dira, si ça avait été le cas, elle aurait acheté ses bas. Or, ils n'ont jamais retrouvé de reçu pour des bas en nylon noir. Et puis, elle a ingéré 8 plaquettes de médicaments. Et tout ça sans eau et sans laisser par terre les tablettes de médicaments. Et ça le chiffonne, Oxy. Mais comme diront les policiers, elle a pu faire ça à côté d'une poubelle, il y a 2 semaines, et tout a été relevé par les éboueurs. Il y aura aussi son psychiatre, celui qui la suivait. Et lui, il a une théorie qui est très dure à admettre dans les années 90. Pour lui, Cindy souffrait d'un syndrome de Munchausen. Les personnes atteintes du syndrome de Munchausen ne peuvent pas s'empêcher de s'infliger des douleurs, des maladies, des blessures. Ils sont fréquemment en détresse psychologique et physique. Et le but, c'est d'attirer la sympathie, d'attirer l'attention sur soi. Pour lui, Cindy a tout mis en scène. Son harcèlement, les chats, les lettres et aussi toutes les blessures. C'est elle qui aurait fait ça pour attirer l'attention de sa famille et des policiers. Mais avec les années, la police petit à petit ne s'intéressait plus à elle. Et donc, elle est obligée de faire des actions encore plus graves. Ce jour-là, pour lui, pour le psychiatre, elle ne voulait pas mettre fin à ses jours. Elle voulait juste, encore une fois, appeler à l'aide. Les parents de Cindy, qui ne croient pas du tout à ce diagnostic-là, apportent quand même un point dans ce sens. Ils disent que le jour où ils sont rentrés chez Cindy, le jour de sa disparition, ils ont trouvé sur la table de la cuisine des enveloppes de médicaments vides. Et ils les ont jetées. Les autres psychiatres qui n'ont pas vu réellement Cindy, mais qui n'ont vu que le dossier, eux parlent de troubles de la personnalité dissociative. C'est-à-dire que Cindy vivait dans sa tête avec une autre personne. Et quand cette autre personnalité prenait le pouvoir, Cindy disparaissait. Et quand elle revenait à elle, elle ne comprenait rien à la situation. Quant à Oxy Cabane, le détective privé, il dira au juré que pour lui, il y a un harceleur, un tueur dehors, qui court dans les rues de Vancouver. Parce que pour lui, il est inimaginable qu'une personne se soit infligé ça pendant 6 ans de sa vie. Les parents, les frères et les sœurs de Cindy pensent exactement la même chose. Les jurés, après avoir entendu tout ça, doivent choisir entre homicide, mort naturelle, mort accidentelle, mort indéterminée. Et ils reviennent en disant qu'ils n'ont aucune idée. Pour eux, la cause de la mort est inconnue. Et donc, après cette audience, on revient au même point. On n'a aucune idée de ce qui a pu arriver vraiment à Cindy James. Et quant à moi, je vais vous donner mon avis et j'attends que vous me donniez le vôtre. Je pense que Cindy avait de gros troubles de la personnalité. Et je pense que c'est elle qui s'est infligé toutes ces blessures, tous ces appels. Que ça soit conscient ou pas, j'en sais rien. Mais je pense que le fait d'avoir vécu avec un psychiatre, cela l'a peut-être aidé à ne pas commencer à développer certains symptômes. Mais quand elle s'est retrouvée seule pour la première fois de sa vie, tout est parti en vrille. Et donc j'espère que vous avez aimé cette histoire. Surtout le fait qu'elle se passe au Canada.
un pays que j'adore et qui n'est pas si froid, à part hier. Mais sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. She was a 44-year-old nurse, Cindy James, who'd reported over 100 terrifying threats and incidents in the years up to her death. But when her body was found, what seemed so obviously a sadistic murder wasn't obvious at all.